Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir toutes et tous. On se retrouve pour un débrief. Alors, débrief un peu tardif de la rencontre. Débrief à froid. Monaco-Montpellier. Ouais, là, on est bien à froid, mais bon, on n'a pas eu trop de disponibilité avant ce lundi soir. Donc, forcément, ce débrief va être vite mort dans le temps, vu que Monaco rejoue dès demain, pour la plupart. Après-demain. Qui nous écoutent. Voilà. Oui. Même le temps que ça soit mis en ligne, on aura passé minuit. En tout cas, voilà, il nous fallait évidemment débriefer ce match, cette victoire de Monaco au bout du suspense, dans une soirée qui était sous le signe de la fête, puisque c'était les festivités pour le centenaire du club. Ça a failli mal se goupiller, et puis Lamine Camara a délivré tout le monde au bout du temps additionnel d'une belle frappe poteau rentrant. Et je serai donc avec Adrien pour débriefer cette rencontre. Salut Adrien. Salut à tous et à tous ceux qui nous écoutent, donc à J+3 finalement de ce match. Donc si vous êtes là, manifestez-vous dans le chat, dans les commentaires, pardon. Ouais, c'est vrai que comme je le disais, ça, on va vite enchaîner sur la Ligue des Champions, mais bon, on se devait évidemment de débriefer ce match, et avant de rentrer justement sur nos habituels j'aime pas, compos, etc. Un petit point forcément sur les festivités qui ont entouré ce match. Alors, on vous l'a pas caché, on n'est pas forcément tous abonnés à DAZN, donc on n'a pas forcément accès aux avant-matchs, voire aux après-matchs, mais oui. On avait Damien sur place qui nous a fait quelques petites vidéos, en tout cas gratifié de quelques bonbons. Ouais, il y a eu comment on appelle, feu d'artifice, jeu de laser, etc. Et puis surtout, il y avait quand même pas mal d'anciens joueurs qui étaient invités à Adrien. Ouais, pas mal de joueurs qui finalement viennent marquer l'histoire au fil des années, au fil du siècle. Ça y est, on peut le dire. Même si, on le sait, il y avait une liste exhaustive, mais il manquait quand même pas mal de personnes, notamment parce que nombreux sont déjà partis malheureusement, et d'autres qui sont encore en activité ou qui ont peut-être des obligations, mais en tout cas pour ce qui est des coachs, on avait Arsène Wenger, on avait Jardim. J'aurais bien aimé voir un Dédé finalement. Mais voilà, comme on le dit, il y a sans doute des contrats. Enfin, j'en sais trop rien là-dessus, mais voilà, c'est vrai que on était quand même bien représenté, je trouve, à travers les différentes époques marquantes. Il y avait quand même, à chaque fois un visage vers qui on pouvait se tourner pour retrouver un moment marquant de notre histoire, c'est sûr. Ouais, parce que même les années 60 étaient au moins représentées par Lucien Kossou. Alors, il y en avait peut-être d'autres, mais j'avoue que j'ai pas non plus vu toutes les photos et exactement toutes les personnes qui étaient là. Mais on parlait d'entraîneur, il y avait également Claude Puel. Alors même si lui, évidemment, il a un statut particulier puisque c'est entraîneur et il remplit un peu tout à la fois, ouais. Ah oui, il y avait Lolo Banide aussi. Il y avait Banide, exactement. Donc voilà, et puis après, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait un joueur pour chaque titre, parce qu'il y avait du Courbis, il y avait du Delionis pour celui de 78, il y avait du Manu Amoros, du Bruno Bellone pour ceux des années 80, et j'en oublie, évidemment. Il y avait Non, il n'y avait pas de Georges Weah, je crois pas, en tout cas je l'ai pas vu, donc je pense pas qu'il y était. Il y avait Marco Simone pour celui de 2000. Est-ce qu'il y avait un mec de 97 ? Je commence à avoir un petit doute là. En tout cas, dites-le nous dans les commentaires si vous avez ça en mémoire. Mais en tout cas, on peut dire que à peu près tout était représenté, sauf, et on en parlait un petit peu avant l'émission, 2017. Parce que c'est vrai que 2017, tout simplement, la plupart de... Ah non, il y avait Radji. Radji, Carvalho, et il n'y avait pas Carvalho. Carvalho, peut-être 2017, il n'était pas là. Pardon. 2017, Carvalho, il n'a rien à voir avec 2017. Ouais. Mais dans l'époque récente, en tout cas, oui.
Et pour Radji, pour le coup, là, vraiment, ça mérite quand même qu'on dise quelques mots là-dessus. On s'était un petit peu lamenté. On avait trouvé ça un peu classe finalement de la part du club, et puis on s'en souvient, lui aussi, il avait peut-être mal pris tout simplement le fait de ne pas être convié ou de pas avoir un au revoir, peut-être au moins ce qu'il attendait avec lui, Dirard. Enfin voilà, on se souvient qu'il avait un petit peu chouiné dans la presse, bien qu'il avait fait un tatouage à l'effigie de l'AS Monaco. Mais au moins là c'est bien, il y a eu ce moment justement, c'était une session de rattrapage à la fois pour les supporters et pour lui, et je pense que voilà ça s'est ressenti, en tout cas il est allé dans le pesage, il y a eu des chants à sa gloire et tout, donc ça c'était une des belles images effectivement. Donc après voilà, c'est vrai que chacun aurait aimé peut-être avoir des joueurs en plus, mais comme on l'a dit, hein, il n'y avait pas forcément des disponibilités pour tout le monde. C'est vrai que voir un Falcao, voir un Sonny Anderson, et tout le monde n'était pas là. Par contre, il y avait Marcel Dib, hein, pour les amoureux voilà. Des belles histoires. Il y avait Marcel Dib et il y avait Dimeco, que moi j'adore, mais c'est vrai que Rico, il est quand même très bien marqué OM, très marqué OM, et même s'il a été champion de France en 97 avec nous, c'était une saison blanche pour lui, donc voilà, c'est... Voilà, tu cherchais un représentant de 97, c'est bon. Oui, c'est pas faux. En tout cas, mais voilà, c'est vrai que Dib, on en parlait aussi en off là juste avant de démarrer l'émission. Bon voilà, c'était peut-être le truc qui faisait un peu tâche, mais bon, voilà, pour ceux que ça intéresse, on voit vers les coupures de presse. Il y a des petites taches noires sur malgré tout un beau CV monégasque pendant, on va dire, 80% de sa carrière chez nous, et c'est vraiment sur la fin. Plus de 300 matchs, tu disais. Voilà, plus de 300 matchs, champion en 88. Mais voilà, il y a des petits soupçons sur, on va dire, le début des années 90, avec cette période face à l'OM, cette finale de Coupe des Coupes face au Werder. Il aurait fait partie avec Monsieur Roger Mendy, qui lui n'était pas là, et d'autres, dont on ne citera pas le nom. Mais voilà, donc il était là. Bon, ça reste malgré tout un joueur important du club, même si on peut comprendre que pour certains c'était une présence un peu compliquée. Il manquait Roten aussi, apparemment. Il y a eu un petit imbroglio sur est-ce qu'il a été invité, est-ce qu'il l'a pas été, est-ce qu'il a reçu le carton d'invitation, la bonne adresse. Voilà, on sait pas trop. Il a pas fait suivre son courrier, je crois. Je sais pas, mais il y avait Ludo évidemment quand même pour représenter 2004. Oui. Ah oui, quand même. Il y avait JV, bon, en même temps il habite encore là, donc il est pas très loin, donc oui, voilà. Ouais. Mais bon, voilà, c'était sympa. Il fallait évidemment marquer le coup. Il y a eu quelques petits tifos sympas, même si bon, on sait très bien, hein, c'est pas la force de notre club, et ça le sera sans doute jamais. Mais les tifos étaient très sympas, mais c'est clair que ça rend quand même pas pareil dans un stade de 20 000 places que dans un stade de 60 ou 48. Hein, voilà. Ouais, après, faut quand même le dire, quand on fait des tifos, généralement, ils sont quand même réussis. Enfin, peut-être que à chaque fois, c'est quand même plutôt beau ce que font les gars, et il faut les féliciter aussi pour ça, hein. Toutes les animations qu'il y a eu avant, il y a vraiment eu en fait une vie de club tout avant qui a vachement fédéré. Il y avait vraiment une vie avant, pendant et après le match. Et je pense que ça, c'était un truc qui s'est perdu, et puis de façon qui est difficile d'instaurer à Monaco. Mais voilà, en tout cas là, il y avait vraiment une vie autour du stade et dans le stade, et ça faisait vraiment plaisir. Ouais, mais d'ailleurs, un des tifos, c'est celui que j'ai choisi pour être la vignette du débrief. Donc, très bon choix. Je valide la ligne éditoriale de ce débrief. Ils étaient pas si mal, ces petits tifos. En tout cas, voilà, maintenant on va pouvoir s'attaquer au match à proprement parler, et donc cette victoire au bout du suspense, victoire qui nous permet de gagner une place au classement. On peut tout de suite en parler, puisque depuis il s'est passé beaucoup de choses. On savait que Paris avait déjà gagné, puisque eux avaient joué vendredi soir. Par contre, l'OM hier a subi sa première défaite, 1-0 à Strasbourg. Je n'ai vu absolument aucune minute du match. Je n'ai même pas vu le but strasbourgeois, donc j'ai pas grand chose d'autre à dire qu'on a pris 3 points d'avance sur eux, et tant mieux.
Je suis arrivé en cours de seconde mi-temps, mais voilà, c'est aussi ça l'avantage de faire des débriefs après, après tout. Oui. C'est qu'on a une vue sur le classement final et effectivement, là, on récupère cette seconde place à égalité de points du PSG, une différence de but quand même, voilà, bien déjà à l'avantage du Paris Saint-Germain. Mais 3 points pris sur l'OM et donc voilà, il chute comme tu viens de le dire pour la première fois. Donc c'est très bon à prendre. Ouais, 3 points pris sur l'OM, et puis même si c'est un peu moins important, mais également 1 point pris sur le 4e, puisque je crois qu'on avait une mémoire 4 points d'avance sur Lens, ou sur Lille plutôt, et maintenant on en a 5 sur Lens. Bon, il y a une histoire comme ça. En tout cas, le 4e était à 4 points, et maintenant il est à 5 points. Pour résumer les choses, et surtout un quand même très beau 16 sur 18 qu'il faudra essayer de... 4e, c'est Reims, hein. Waouh. C'est Reims, voilà. Ouais. Mais bon, c'est à 5 points, c'est bien ça. 5 points, c'est ça. Après, Lille et Lens sont déjà à 6 points, effectivement. Lille n'a pas gagné, et c'est eux qui étaient à... Si, Lille a gagné au Havre, et c'est Lens qui a fait encore un match nul contre Nice. C'est ça, je m'embrouille un peu, parce qu'en plus, là, tous les clubs se tiennent en très peu de points, mais en tout cas voilà, c'est là quand même la très bonne nouvelle du week-end, c'est cette très bonne opération qui s'est jouée au final à pas grand-chose, puisque à quelques minutes près, on aurait perdu 2 points sur le PSG, donc on aurait eu un bon goût d'inachevé, un bon goût de pétard mouillé vis-à-vis aussi de tout le contexte qu'il y avait autour. Donc c'était effectivement très important pour vraiment se souvenir finalement de ce match du centenaire, d'être sur une victoire face quand même à un adversaire présupposé, complètement à la ramasse et qui aurait dû être une formalité. Et bien on a bien plus souffert que ça. Ouais. C'est clair. Bon, justement, maintenant ce match, on peut l'attaquer. Le j'aime pas, Adrien, vas-y, je te laisse déballer. Le j'aime, c'est les 8 minutes de temps additionnel qui nous permettent du coup d'arracher la victoire. Non, mais voilà, c'est un peu ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire le fait qu'on arrive à finalement sortir victorieux d'un match quand même compliqué. Pour le centenaire, c'était important. Par rapport à tout ce qu'on vient de citer, les personnes présentes, la vie autour du stade, les supporters, tout ça, par rapport à l'événement, on se devait de gagner et c'est chose faite. Maintenant, ce que j'aime moins, c'est finalement les difficultés alors hors contexte, hein, évidemment, c'est les difficultés que l'on rencontre à domicile. On n'a pas eu un seul match facile. Pour autant, l'adversité non plus, à part la réception de Lens. Sur le papier, tu reçois Saint-Étienne promu, tu reçois donc Lens dans l'ordre, hein. Ensuite Le Havre et donc Montpellier. Et il y a eu le Barça à chaque fois, ça a été difficile. Ça a été un peu tiré par les cheveux. Je rappelle Saint-Étienne 1-0. On a les occasions, on les met pas et on se prend en tout cas le but égalisateur, mais la VAR intervient. Lens, on a galéré et c'était presque un hold-up et finalement le nul était quand même plus que mérité. Oui. Le Havre, on n'est pas loin d'être mené 2-1 sans la VAR. En tout cas avec la VAR du coup, on reste à 1 partout et on fait la différence en seconde mi-temps, mais c'était mal embarqué aussi, on a galéré. Et là encore une nouvelle fois, on galère à domicile. Notre meilleur match à domicile, c'est une victoire. C'est celui européen. Hein. Pardon ? Je dis notre meilleure prestation à domicile, c'est à face 10 au Barça. contre 11, mais oui. Ouais, mais voilà. Bon, 10 contre 11 contre le Barça ou 11 contre 11 contre Montpellier, je pense que ça reste plus dur le Barça. Oui, mais autant la configuration, la disposition fait que tu as affaire au même plan de jeu finalement. Avec un Barça qui du coup est un peu plus recroquevillé et qui attend comme une équipe de Ligue 1 finalement. Sauf que ça reste le Barça effectivement. Mais bon, on est mieux rentré dans ce match. Il y avait tout, il y avait la motivation, les retrouver avec l'Europe, tout ça. Donc c'est un match un peu à part. Je le comptais pas vraiment. Mais voilà, force est de constater qu'on galère quand même à domicile et à l'extérieur, c'est 2-0 à Lyon, 3-0 à Auxerre. Donc vivement le déplacement à Rennes samedi. Ouais, tout à fait. Alors moi, de mon côté, mon j'aime, c'est nos attaquants qui deviennent décisifs, même si on va en reparler, évidemment, il y a eu encore quand même pas mal de
pas mal de gâchis des deux, hein, de Embolo dans un premier temps, puis de Balogun dans un second temps, mais malgré tout, les deux ont su être décisifs. Balogun en confirmant son but de la semaine dernière, et Embolo en réalisant les deux passes décisives, surtout la première, qui vraiment est après un très beau travail. Donc ça, c'est vraiment positif. On peut rajouter à ça Ilé Nikena, hein, qui avait marqué lors du match européen. Donc ça fait maintenant 3 matchs de suite que nos 9 ont marqué et même fait des passes décisives, alors qu'avant c'était 4 matchs sans rien. Donc ça, c'est vraiment très positif. Et sur le côté, je l'aime pas, c'est plus par rapport à la compo, et en tout cas peut-être une compo un peu trop déséquilibrée, un peu trop portée sur l'offensive. Ce qui fait que là, tu joues vraiment avec tes deux latéraux qui sont très offensifs, mais qui sont pas des foudres défensifs. Tu joues avec un Golovin au cœur du jeu. Tu joues avec 2 attaquants, donc tu t'enlèves en plus un milieu, en tout cas un Minamino ou un Golovin à un poste un peu plus axial, qui peut également permettre de dominer un peu plus les débats au milieu de terrain, et ce qui fait que la moindre erreur, que la moindre relance ratée, te met dans des situations très compliquées, et on l'a vu, et on s'est fait très peur sur ça. Donc moi je continue de militer pour ce 4-2-3-1, je trouve qu'il nous va mieux, et mais il y a aussi évidemment ce petit problème, et ça on risque d'en parler toute la saison, de milieu récupérateur, où si Magassa ne nous fait pas une bonne saison, on va être, je pense, assez embêté quand il faudra faire tourner Zakaria et Lamine Camara. Voilà, la compo, le 11, Adrien, comme je viens vite fait d'en parler, ouais. Mais on a opté donc pour un 4-4-2, absence majeure, c'était Minamino. Ouais, qui était même pas dans le groupe, mais qui était en tribune. Pour fêter le centenaire, non je déconne, on était vraiment juste en tribune, mais ça me permet de rebondir sur ce que tu dis. Moi, la compo, je la trouve quand même très séduisante, très tournée, très marquée. Enfin, c'est un choix fort aussi de Hutter, effectivement, mais je m'en souviens, je fais le tweet avec la radio où c'est vraiment très très séduisant. Voilà, on est là vraiment pour faire le jeu, pour marquer des buts, tourner vers l'offensive, et enfin il s'est adapté aussi à l'adversaire qu'il a en face de lui, parce qu'il sait très bien comment ça va se passer, et que c'est pas une équipe qui va proposer du jeu ou quelque chose, donc il met une armada offensive. Voilà, on retourne à 2 pointes, comme tu l'as dit. Donc bon, on avait Keun dans les cages, ça bouge pas. Kerrer qui soufflait. Lui qui était en conférence de presse d'ailleurs, et qui disait qu'il fallait se servir de toute l'énergie autour du match pour le centenaire, pour essayer de faire quelque chose. Donc lui était sur le banc, il me semble, pour la 2e fois de la saison, parce que contre Toulouse il n'était pas là non plus, c'était Singo Mawissa. Donc voilà, on a une charnière Salissou-Singo, retour de Singo du coup dans l'axe de la défense. C'était pas ça n'avait pas super bien marché contre Toulouse, justement. Et contre Toulouse, n'importe quoi, contre Lens. Et donc sur les ailes, on avait donc Caio Henrique et Vanderson. Nos 2 Brésiliens, dont l'un a été appelé en sélection. Vanderson. Ouais, Vanderson, ouais. Ouais, mais ça valide un bon début de saison pour lui. Et puis après, je suis pas sûr également que les Brésiliens et beaucoup de latéraux, alors que nous on est trentenaires, voire un peu plus, hein, je suis plus proche de la quarantaine, on va pas se mentir, mais on a quand même connu le Brésil avec des latéraux de ouf, quoi. Les Roberto Carlos, les Cafu, Marcelo, Macon, même Macon, c'est un ton en dessous, mais bon, c'est quand même pas mal. C'est vrai que les voir appeler Vanderson, avec tout le respect, c'est pas Cafu. Mais parce que le Macon de chez... Oui, bien sûr. Oui, ok. Oui. Malgré tout, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, c'est mieux que Vanderson, donc tu peux te dire aussi que peut-être que le Brésil, en ce moment, c'est pas la panacée sur ce poste. Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour lui, et pas forcément pour nous, par contre, hein, parce que qui dit Brésil, même si je sais pas exactement là si c'est des matchs en Europe pour eux ou si c'est au pays, enfin en tout cas sur le continent, sur le continent américain, parce que de temps en temps ils font des matchs en Europe aussi, donc là il n'y a pas de problème de déplacement, mais c'est vrai que dès que c'est en Amérique du Sud, c'est souvent un peu compliqué pour les retours qui se font au dernier moment, et du coup c'est des joueurs que tu peux pas trop aligner pour le match du week-end.
Tu te rappelles de Paqueta qui rentre à la mi-temps d'un Lyon-Monaco alors qu'il venait il était arrivé le matin même et il nous a mis une danse sur 5 minutes et il change le match à lui tout seul. Voilà. On est d'accord. Mais donc on partait avec ces deux latéraux plutôt logiques à partir du moment où tu faisais reposer Kerrer, tu recentrais Singo. Le milieu de terrain, donc Zakaria, Golovin et puis les deux petits jeunes sur les côtés en soutien d'un duo d'attaque Balogun-Mbolo. Cette première mi-temps, Adrien, moi j'ai envie de l'axer sur deux choses. C'est on en a un peu parlé, j'en ai un peu parlé dans mon j'aime malgré tout, c'est le manque d'efficacité une nouvelle fois de nos attaquants sur le début, surtout de ce match, et particulièrement d'Mbolo. Et les 2-3 erreurs défensives qui nous ont mis un peu la tête sous l'eau et qui auraient pu même complètement nous mettre la tête sous l'eau si Salisu avait pas rattrapé sa boulette initiale par un sauvetage sur la ligne. Ouais, on n'est pas loin de se prendre un 2-0 totalement contre le cours du jeu. Déjà, donc, l'ouverture du score Montpellier-Rennes intervient à la 19e, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, c'est juste... c'est après le quart d'heure de jeu et à la suite d'un raté d'Mbolo. Donc, en fait, il y a un raté d'Mbolo sur un superbe coup franc botté par Caio Henrique qui pose une galette. Mbolo est dans les 6 mètres. Et il en avait déjà raté une. Hein. Il n'arrive pas... Oui. Mais celle-ci, elle est quand même... c'est celle-ci qui ressort avant tout pour moi, où t'es dans les 6 mètres, t'as juste un coup de casque à mettre et c'est fini, et il la met en plein sur le gardien, qui sort un arrêt réflexe. Donc Berthaud, qui au passage saute Benjamin Lecomte dans la hiérarchie des gardiens à Montpellier. S'il n'est pas blessé, Lecomte, mais bon. Non, même pas. Je crois que c'est un choix il l'était pendant longtemps, mais ouais, il l'était. De Derzac. Et le ballon revient tout de même après un petit cafouillage dans les pieds de Zakaria qui reprend, et encore une fois Berthaud sur la trajectoire. Donc là déjà ça chauffe bien le gardien en face qui prend bien confiance et quasiment dans les 3-4 minutes qui suivent cet instant, on a Salisu qui foire totalement sa relance, c'est intercepté au milieu et en deux passes, il y a un petit relais avec Adams qui remet intelligemment en une touche et dans la course Nzigula, et c'était quasiment un 2 contre 2 avec en plus Singo qui parvient à rattraper son retard, on le sait, par sa puissance, sa vélocité, mais ça suffit pas et Salisu il était un petit peu en retard, dépassé, donc il est fautif là-dessus. Et Nzigula qui va marquer son premier but, premier poteau, Keun qui est pris sur son premier poteau. Bon, c'est un face-à-face. Mais bon. Ouais. Elle est quand même pas mal placée. Voilà, donc Montpellier qui ouvre le score. Et on le disait, pas loin du 2-0, avec une nouvelle fois une boulette de Salisu là, qui a 5 minutes au fond du seau et qui nous refait une connerie, une perte de balle encore au milieu de terrain. Un centre, donc ça part sur la gauche. Ça part à droite de la défense monégasque, donc une attaque à gauche Montpellier-Rennes avec un centre que Keun repousse plein axe. Et ça revient encore sur Nzigula qui frappe. Et là, Salisu se trouve sur la trajectoire et rattrape l'erreur initiale en sauvant devant la ligne, quoi. Parce que ce ballon finissait à coup sûr au fond des filets. Ah oui, c'était dedans. Mais c'est vrai que là, il a eu au final 30 secondes de temps de jeu effectif où il fait 2 grosses erreurs, et puis derrière c'est vrai qu'il y a ce sauvetage, et à partir de là il a plutôt fait un bon match, mais c'est vrai que cette minute-là a failli nous coûter très cher. Monaco finit par égaliser, et c'est vrai que tu le disais, c'était un peu contre le cours du jeu, parce que voilà, t'as parlé de cette double occasion Mbolo Zakaria, mais il y a également quand même l'énorme occasion dès le début, vraiment d'Mbolo, où Akliouche lance parfaitement Balogun, qui lui met bien le ballon. Il arrive avec beaucoup de vitesse, mais un attaquant quand même, un attaquant doit faire mieux, doit à minimum cadrer, mettre à l'arrêt le gardien, mais la balle passe vraiment très largement au-dessus. Il y a une belle passe en profondeur de Golovin pour Balogun, qui pareil finit mal, tire au-dessus. Donc, jusque-là, tu te dis, bon, nos 9, c'est toujours pas pour aujourd'hui, ou en tout cas un peu d'efficacité. Et puis il y a cette égalisation où pour le coup là ça combine bien entre les deux. Je sais plus qui donne le ballon à Mbolo, si c'est Caillou ou Ben Seguir. Ben Seguir, ouais. De toute façon, ça a pas une très grande importance.
le vrai mouvement, c'est Mbolo. C'est Mbolo, ouais. Tu peux en parler, du coup. Ouais, il le fait, voilà, tout le mérite sur cette action. On revient à Mbolo. Tout le mérite, je dirais peut-être pas jusqu'à là, parce qu'ensuite Balogun doit quand même la mettre. Et on sait qu'en ce moment, c'est compliqué, bien qu'il ait marqué la semaine dernière contre le Havre. Mais voilà, remettons un petit peu le projecteur sur Mbolo, parce que ce qu'il fait, c'est quand même incroyable. Il y a que lui qui sait faire ça, en fait, quand on joue en Ligue 1, comment il arrive à finalement se créer une occasion comme ça, juste avec son corps, à enrouler l'adversaire derrière lui, et avec une petite touche de balle, se l'emmener, elle contourner, et en fait c'est terminé. Maintenant, son défenseur, son vis-à-vis, il est dans son dos, et c'est absolument parfait. Et il vient délivrer une passe vraiment à l'ultime instant, en fait, au meilleur des moments, qui prend à contre-pied la défense, et ce qui fait que Balogun est dans un fauteuil, parce que personne ne pourra venir le rattraper, le gêner, essayer de tacler, ou tout simplement le gêner au moment de sa frappe. Donc il est dans un fauteuil, et il va marquer du coup pied gauche quand même. Donc il se l'emmène pied droit pour terminer pied gauche dans un angle un petit peu fermé, mais ça va. Donc ça finit au fond, et donc c'est le deuxième but de Balogun en 2 matchs. Enfin, consécutivement, évidemment. Donc il passe qu'au meilleur buteur à ce moment-là, avec Zakaria. On verra plus tard qu'on en a un autre qui a atteint les 2 buts. Mais donc voilà, un partout à la mi-temps. Monaco s'est quand même fait peur, même si globalement on a dominé. Mais voilà, moi j'en parlais quand même dans mon j'aime pas. L'équipe est pas très bien équilibrée. T'es vite mis en danger quand tu fais des erreurs que tu dois pas faire, certes, mais on sent quand même qu'il y a un déséquilibre au milieu de terrain. Savanier nous fait un peu la chanson. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a ce pied haut de Ben Seguir en début de match qui a fait un peu parler. Très clairement, si tu mets rouge sur ça, c'est quand même extrêmement sévère. Donc, ouais, Savanier est quand même petit, et Ben Seguir touche le ballon, il me semble. Hein. Il prend un peu tout, mais il touche le ballon. Il prend un peu tout, mais c'est pas avec la semelle, c'est pas trop puissant. Donc voilà, pour moi, ça, mettre carton rouge sur ça aurait été quand même extrêmement, extrêmement sévère. La seconde mi-temps, Adrien, alors pour le coup, je trouve qu'il y a eu, peut-être 20-25 minutes où vraiment, c'est un peu endormi. Hein. Ouais. Et même en tribune, je trouvais justement à ce moment-là qu'on ronflait un peu, tu vois. On sentait que c'était quand même aussi très familial, hein, pour le coup, en tribune. Mais ouais, j'ai trouvé que ça me manquait un peu de soutien à ce moment-là, de donner un peu plus de voix, et tout le monde s'est un peu endormi finalement. Et il se passe pas grand chose. Enfin, on n'arrive pas à se mettre vraiment dans de très bonnes situations. Je crois qu'il faut attendre finalement le poteau de Balogun pour qu'il y ait vraiment un moment crucial. Donc c'est à la 65e. Ah oui, puis il y avait un joli mouvement aussi où malheureusement un Kliouche glisse avant de frapper sur une petite passe en retrait. Ça aurait pu mériter meilleur sort, mais il y a une glissade, et donc en fait tout de suite dans la foulée, voilà, et c'est 2 minutes un peu de folie où ensuite Balogun va toucher le montant gauche après un bon travail de Ben Seguir sur le côté, et il est quasi dans les 6 mètres, et voilà, il trouve le poteau, et ensuite Hutter va procéder à des changements. Akliouche, Ben Seguir vont sortir, et on va passer à 3-9, on a nos 3-9 réunis pour la première fois cette saison ensemble sur le terrain. Donc on avait Mbolo, Balogun et Ileni Kena. Voilà, et au terme il y a un autre changement qui fait. Akliouche sort au profit de qui? Je me souviens plus. Mais on a les 3 attaquants, et c'est Lamine Camara. Lamine Camara qui vient se greffer au milieu du coup. Ouais, on peut considérer qu'on est passé dans un 4-4-2 losange avec un Mbolo plus numéro 10 et Balogun et Ileni Kena à la pointe de l'attaque, mais qui pouvait aller un peu plus du coup s'excentrer sur les côtés pour laisser l'axe à Mbolo par moment, et puis Camara, Golovin vraiment en 8 et Zakaria en sentinelle.
C'est un choix assez particulier. C'est vrai que quand on a vu les trois sur le terrain, il n'y a pas vraiment de profil délié hein, sur les trois, donc c'était étonnant un peu de voir Embolo dans ce rôle un peu décroché. Au final, on le verra, ça a plutôt été une réussite. T'en as parlé, voilà, il y a cette énorme occasion de Balogun sur le poteau qui se l'amène bien, mais qui doit quand même beaucoup mieux finir que ça. Enfin, c'est quand même un vrai gros raté. Golovin qui nous fait sa simulation un peu bête, parce que même s'il est peut-être très légèrement impacté, il en rajoute beaucoup trop pour être pris au sérieux par l'arbitre. C'est pas possible de te jeter en l'air de cette manière-là. En fait, il y avait également peut-être la solution de frapper en première intention, même si ça revient fort et que son crochet n'est pas forcément une mauvaise idée. Dans tous les cas, c'est mal réalisé. Et c'est ça va à l'encontre du jeu, en fait, tout simplement. Enfin, t'as une occasion en or et tu te retrouves à devoir tomber ou faire semblant pour. Enfin, voilà, c'est moche. C'est pas le foot. Enfin, c'est pas le foot qu'on aime, en tout cas. Non, mais si son crochet réussit, il se met sur son bon pied et c'est un choix qu'il a fait. Bon, ça a pas porté ses fruits. Et puis surtout, si je dis pas de bêtises, c'est sur cette action-là, en plus qu'il y a le contre et qu'il y a le coup franc de Savanier qui va venir heurter. Qui va revenir heurter l'équerre d'un Keun qui n'avait pas bougé d'un iota sur sa ligne. Non. Donc, comme on dit, hein, si elle est dedans, c'est pareil. À ce moment-là, tu te dis, bon, ça aurait été quand même un petit peu rude de se prendre un deuxième but dans une seconde mi-temps où les Montpelliérains n'avaient quand même pas fait grand-chose jusqu'à cette situation. Et puis, arrive la délivrance donc, au bout du temps additionnel via Lamine Camara, donc, qui était rentré, qui s'était déjà procuré une belle situation quelques minutes auparavant, mais qui n'avait pas réussi à bien finir son action dans la surface. Par contre, là, la frappe, elle est belle, elle est limpide. Passe décisive de Brel Embolo, la deuxième du match, et donc Lamine Camara, j'en parlais tout à l'heure, qui lui aussi, du coup, passe à 2 buts. Donc on a nos 2 milieux défensifs qui sont à 2 buts, en plus de Balogun. Ouais, il faudra dire que c'est mérité, on aura quand même bien poussé. Et Ben Seguir aussi, et à 2 buts. Ben Seguir est à 2 buts, Lyon et Auxerre, non, c'est ça Lyon et Le Havre, pardon, ouais. On aura bien poussé. Il y avait aussi un sauvetage sur ligne de Cazerie sur une tête de Salissou suite à un corner. Oui. Il y a Camara, il y a Ouattara qui était rentré à la sur la 79e minute. Il change les deux latéraux. Il y a Thésée et Ouattara du coup qui rentrent. On a au moins 5 occasions pour mettre le but, mais il aura fallu attendre donc la 97e et 50 secondes pour la délivrance, pour ce but qui est quand même très beau, qui est magnifique, avec tout ce qu'il y a autour. La célébration des joueurs, tout le monde part un peu dans son sens, exulte. C'est un peu tout et n'importe quoi. T'as Embolo, Zakaria qui partent d'un coin du terrain et t'as tout le banc qui vient à leur rencontre, et t'as de l'autre côté du coup le réalisateur, on sait même pas ce qui se passe pour la vraie réalisation du buteur, mais voilà, qui est entouré des autres joueurs. C'était un peu foufou, et ça montre toute la joie, et finalement c'est des moments ultra marquants dans la vie d'un groupe. De faire des décisions comme ça dans les derniers instants, d'avoir un but avec un tel impact qui te ramène donc les 3 points et qui te permet de célébrer convenablement, on va dire, et en tout cas à 100%, le cœur y était et la tête aussi pour les 100 ans du club, parce que c'est sûr que ça aurait été sans doute moins festif avec un nul où tu as le sentiment de perdre 2 points. Donc voilà, tout va bien finalement. On s'en sort bien. Certains diront la chance du champion, mais bon, on va se calmer avec ça. Et puis voilà, non, c'est top. Il y a rien à redire là-dessus, et l'entrée de Camara est quand même assez déterminante. Donc voilà, Monaco s'impose, puisque le coup de sifflet final est juste après le coup d'envoi qui suit ce but. Et justement, ce but, c'est notre mini débat. C'est Damien qui nous en faisait part tout à l'heure dans nos conversations WhatsApp. Est-ce que ce but peut devenir
un but mythique, un peu comme on se rappelle toujours de ce presque doublé de Falcao face à Dijon. Mais moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'il peut tout simplement pas rester dans l'histoire du club pour le contexte, pour déjà sa minute, malgré tout, un but à la 98e pour une victoire où on n'a pas dû en marquer 150, même si c'est qu'un match de championnat. Et puis surtout parce que c'était le match du centenaire et que donc ce match restera d'une manière ou d'une autre, même si au bout du bout Monaco n'est pas champion, même si peut-être que les 2 points récupérés ne nous feront pas gagner une place au classement et nous permettront peut-être pas d'être 2e ou 3e et que même sans ce but on l'aurait été. Mais je pense malgré tout que c'est un but dont on se rappellera dans l'histoire du club. Ouais, non, c'est sûr. C'est le but. Enfin, on se souviendra toujours du match du centenaire. On essaie vraiment de rendre la chose hors norme. On met un maillot spécial, il y a tout ce qu'il y a autour, il y a tout un habillage en fait. Et donc, forcément, qu'on se dira toujours, ah oui, le match du centenaire contre Montpellier avec le but en plus de Camara. Enfin, voilà, il y a tout finalement dans le récit, dans le storytelling pour que ça reste gravé dans les mémoires, pardon. Après, de là à dire que ce sera un but on pourra jamais le comparer avec, par exemple, le petit piqué de Falcao à l'Etihad contre City, ou ce coup franc dont tu parlais contre Dijon. Enfin voilà, il y a des buts, le troisième de Julie. Enfin tu vois, il y a des buts vraiment historiques et là qui ont une dimension quasiment inégalable, mais celui-ci, voilà, du fait, tu l'as dit, de l'histoire, enfin du contexte, c'est sûr que l'on s'en souviendra, et comme tu l'as dit, c'est rare aussi qu'à la 98e que la différence se fasse. En tout cas, récemment, c'était plutôt pour l'équipe adverse que ça arrivait. On se souvient de Ganago, enfin voilà, il y a quand même un petit passif de notre équipe qui craquait dans les derniers instants. Mais c'est vrai que du coup, je regardais derrière la saison 2016-2017 et donc le dernier titre évidemment, et voilà, parce que évidemment on a beaucoup en mémoire ce but de Falcao face à Dijon, mais qui intervient à la 81e. Il y a également son but la semaine d'avant face à Angers qui est très important, mais sur une passe d'Edira et un peu plus tôt dans le match. Mais en fait des victoires dans cette saison-là qu'on obtient en toute fin de rencontre, en tout cas des points qu'on ne perd pas en toute fin de rencontre, c'est Bernardo Silva au parc en fait, et c'est tout. Parce qu'on a mis quand même énormément de branlées à beaucoup d'équipes. Les matchs qu'on a gagnés d'un but, comme je l'ai dit, celui de Falcao est marquant parce que t'es vraiment sur le sprint final, mais le même en début de saison, on l'aurait certainement un peu oublié, même si le coup franc est magnifique. Parce que par exemple, est-ce que tu te rappelles que la deuxième journée, on gagne à Nantes 1-0 sur un but de Bouchilla, sur un coup franc bizarre. Avec une équipe, il y avait Abdou Diallo, il y avait Mami Touré, enfin on avait une équipe, c'était l'entre-barrage. Et tu te souviens du premier match de la saison ? C'est un but au final très très important, mais par contre il est à la 25e minute du match, donc il n'a pas cette connotation. Au moment où il marque, il n'y a pas de délivrance, quoi. T'es content parce que tu ouvres le score, mais le match est très très loin d'être fini. Et dire qu'on commence la saison par un 2-2 contre Guingamp avec. Et t'es mené on se prend un but de Moustapha Diallo, mais un truc fou. Jamais il a mis des buts comme ça dans sa vie. Il nous met un missile. Enfin bref. Mais tu vois, par exemple, en fait, ce qu'on a vécu ce week-end, c'est ce qu'a vécu Leverkusen 25 fois l'année dernière. Oui, c'est à peu près ça. Même cette saison. Et même, non, mais c'était l'année dernière, je crois qu'ils avaient marqué plus de 15 buts dans le temps additionnel, ça n'avait aucun sens. Mais bon, voilà, nous, on l'a fait une fois, c'est déjà pas mal, mais donc voilà, c'était un peu pour parler de ce but qui, je pense, restera dans les mémoires, et du coup, Lamine Camara a déjà plus de buts marquants que Wissam Ben Yedder au club. Allez, arrête. Non, c'est vilain. Là non, c'est vilain. Tu peux m'en citer. Oui, la victoire à Amiens au stade de la Licorne sur une déviation de Slimani. Voilà. Oui, et pour que la saison s'arrête 2 semaines après à cause du Covid. Aucune saveur cette saison. Le coup franc face à Nice, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a en tête. Oui, le coup franc décalé. C'est vrai qu'il était beau celui-là. Ouais, celui-là était beau. Ouais. On va pas
On va pas se mentir. En tout cas, voilà. On peut maintenant terminer l'émission sur les tops et les flops. Ton top, Adri, de cette rencontre? Ouais, mon top, bon, ça m'embête de mettre Camara sur juste 30 minutes de jeu, voilà, même si on en a parlé, on néglige en rien son impact. Oui, t'as vu, je suis déjà en train d'essayer de tenter de légitimer mon choix. Donc c'est Balogun. Et oui. Et oui, c'est Follarine, même s'il y a des ratés, il y a quand même un but. Il y a une petite dynamique, voilà, j'ai envie d'y croire. Sur cette occasion de Camara dont on a parlé, qui rate un petit peu avant le but, c'est lui qui fait le travail de fixation et qui laisse à la manière d'un Mbolo en fait, parce qu'au départ j'ai cru que c'était Mbolo, mais en regardant bien les images, non, c'est Balogun qui fait ce jeu de corps et qui s'efface pour laisser Camara frapper en une touche, mais frappe un peu trop écrasée. Voilà, non, je l'ai trouvé bien. Voilà, il a joué en plus les 90 minutes. C'est rare finalement que nos attaquants aillent jusqu'au bout des matchs. Là, bon, le scénario a fait que. Mais voilà, non, franchement, ouais, je suis satisfait. Et puis voilà, en espérant qu'ils poursuivent maintenant sur ce renouveau. Parce que, pardon, mais juste pour étayer un peu, c'est vrai que je regardais tout à l'heure. Il en est qu'à son 10e but avec nous en 38 apparitions. Oui. Avec Reims en une saison, avec donc 39 apparitions, une de plus que ce qu'il a fait avec Monaco pour l'instant, il est à 22 buts quand même. Donc pour autant de matchs, il a marqué plus du double de buts avec Reims qu'avec Monaco, donc c'est quand même assez fou. Sa première saison, on en a suffisamment parlé, sorti des 2-3 premiers matchs, à partir du moment où il y a ce double péno raté face à Nice, ça a été catastrophique. Mais là, c'est vrai que c'est mieux, il marque, je le trouve intéressant dans le jeu, je trouve qu'il a du jus, il aurait pu être passeur décisif, hein, si Mbolo termine mieux, sa passe, elle est très bonne. Hein, donc ouais, non, Balogun c'est bien, et de toute façon, voilà, on en a parlé pareil dans l'émission Prono, on va avoir besoin d'un Balogun qui marque sa 20aine de buts sur la saison, si on veut espérer faire un bon parcours en championnat, en coupe et en Ligue des Champions. J'ai du mal à imaginer un Monaco finir second si Balogun atteint pas ne serait-ce que les 10 buts en Ligue 1. Il y a plein de scénarios où c'est possible. J'ai quand même plus envie de penser que c'est compliqué et qu'on va pas pouvoir compter non plus toute la saison sur nos défenseurs et sur Zakaria et Lamine Camara pour nous mettre des buts, quoi. Mais justement, Zakaria, moi c'est mon top parce que c'est le patron, hein, tout simplement. Là, il nous fait un début de saison XXL, à tous les matchs il est bon, voilà, le seul petit bémol c'est cette main qui coûte le penalty face à Lens, mais moi j'en avais parlé lors du débrief, j'avais pas compris son repositionnement en défense centrale, et il marque juste avant. Oui, mais bon, j'avais quand même pas compris ça, mais il avait marqué, donc on va dire que c'était pas une énorme erreur non plus, mais en tout cas voilà, sur le match du week-end, c'est très très bon. Là, il nous a fait un raid solitaire à un moment assez impressionnant. Voilà, on peut juste toucher du bois pour qu'il ne se blesse pas et qu'il soit peu suspendu. Il a pris un carton jaune bête, voilà. Le premier de la saison. Ouais. C'est un peu con. Le premier carton bête. Je crois qu'on a pris 4 cartons quand même, dont 2 sur la fin. C'était un match. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il y a eu 17 fautes de part et d'autre. Hein. Donc, ils ont mis les. Je trouve que Montpellier a été très agressif en première mi-temps. Après, ça s'est un peu calmé. Mais en première mi-temps, il y a eu beaucoup de semelles. D'ailleurs, ils ont pris 2 jaunes assez rapidement aussi. Oui, très rapidement. Ouais. Et on n'a même pas dit que Koulibaly avait été exclu finalement. Mais ouais. Et puis oui, c'est vrai qu'il y a eu cette expulsion. C'est vrai qu'au final. C'est à 90 plus 4. Ils sont mais c'est vrai qu'ils sont un de moins quand même, hein, quand on égalise. Oui, c'est vrai. On avait zappé ça, mais bon, voilà. Zakaria, le carton jaune con. Dans le sens où c'est quand même le capitaine et en fait il prend ce carton parce que il vient juste demander des explications ou dire mais vous pouvez pas mettre jaune sur ça parce que je ne sais plus qui est averti en fait. On sait pas. Mais bon c'est tant pas qu'on n'a pas de sonorisation, tu sais pas de la manière dont il vient de lui dire, tu sais pas de donc c'est pas juste, enfin, j'ai quand même envie de croire que c'est pas juste parce qu'il est capitaine et qu'il a le droit du coup et qu'il est venu gentiment demander des explications à l'arbitre. Je pense qu'il y avait un peu plus de véhémence, un peu plus de, et le carton il sort pas de nulle part. Donc, mais encore une fois, on n'a pas. Mais bon.
Tout ça pour dire que maintenant que Zakaria est à son poste, on peut passer une bonne saison quand même. Parce que l'année dernière, bon, je m'en souviens, toi, t'aimais bien le voir en DC. Mais en fait, moi, dans une défense à 5, oui. C'est du bricolage. C'est du bricolage. C'était dans une défense à 5. Tu et vois puis l'année dernière, tout ce qu'on rate un cran plus haut. Bon, oui, on avait Camara et Fofana. Voilà. Mais bon, l'année dernière, il y a énormément de bricolage. Ce qui fait qu'on se tape Zakaria quasiment 40% de la saison en tant que défenseur central. Hein. Donc, la première partie de saison, ouais. C'est du gâchis. Quand on jouait à 5, quoi. C'était du gâchis. Oui. Alors, c'était sympa, effectivement, sur le papier, tactiquement, tout ça, rampe de lancement. Mais voilà, si tu peux le voir évoluer un cran plus haut pour une équipe, c'est quand même bien plus satisfaisant. Donc, savourons cette saison. Qui sera peut-être la dernière. On espère en tout cas qu'on va pouvoir la savourer. Donc on en a parlé dans les mentions. On peut citer évidemment Camara pour ce but, Mbolo quand même pour les 2 passes décisives. Moi j'ai plutôt bien aimé le match de Golovin aussi malgré tout. Pas trop à l'aise en 8, mais parce que un peu trop esselé encore une fois je trouve dans ce système de jeu, mais je l'ai trouvé assez intéressant quand même techniquement comme d'habitude. Il aurait pu être également passeur décisif si Balogun avait mieux fini. Donc ouais, moi je trouve que c'est plutôt un match cohérent de sa part. Donc voilà, c'est évidemment pas un top, mais je trouve qu'il fait quand même partie des joueurs qui ont fait un bon match, tout comme Singo. Voilà. Pour moi là, on est dans la bonne partie des joueurs, et maintenant on va pouvoir donc s'attaquer un peu plus au flop. Et donc aux joueurs qui vraiment ont été en dessous, et on avait les deux mêmes. C'est les 2 petits jeunes là qui ont un peu calé, mais pour des raisons différentes, moi je trouve. Mais je te laisse parler du tien. Ouais, je parlais du Pokémon type feu, du coup, Elias Benseghir. Du coup, tu parlais justement là de Golovin, peut-être moins à l'aise dans ce poste de 8. Parce que je trouve aussi qu'on a quand même des porteurs de ballon, et peut-être un peu trop finalement, avec nos 2 milieux offensifs excentrés qui sont Akliouche et Benseghir. Bon voilà, on connaît Benseghir, on sait que c'est des fois un peu foufou. Il essaye par la percussion. Enfin voilà, il est très volontaire et c'est son jeu. Mais voilà, dans cette rencontre, je trouve qu'il a pas su faire les différences. Il y a juste cette passe pour Balogun quand ce dernier vient heurter le montant, mais on est assez déçus finalement de nos 2 milieux, et ouais, Benseghir peut-être une de ses moins bonnes prestats, hein, mais voilà, encore une fois c'est un des mecs les plus entreprenants offensivement. Et peut-être que en tout cas on aurait peut-être plus vu Golovin peut-être avec un Minamino, ou enfin tu vois, c'est pas les mêmes profils et tout, mais peut-être que ça nuit finalement à la prestation de Golovin. Voilà. Oui, Benseghir il tourne beaucoup, mais là clairement la balance réussite-échec ne penche pas du bon côté. Et Akliouche, lui c'est un peu différent, parce que pour le coup c'est un joueur quand même qui prend moins de risques, qui est moins fantasque, qui est encore une fois moi que je préfère dans le style, mais à l'exception de la manière dont il lance très bien Balogun d'entrée de jeu, il a été assez timide et assez casse-père sur sa prestation. Donc il y a moins de choses mauvaises qui sautent aux yeux, je trouve, que Benseghir, mais il n'y a pas non plus de bonnes choses. Parce que Benseghir, encore une fois, c'est vrai qu'il a ce mérite-là de tenter, de percuter, de tenter des choses, de vraiment d'essayer, même si un peu trop souvent c'est un peu trop perso et il veut un peu trop faire le héros. Mais bon, c'est aussi comme ça qu'il nous a marqué ce magnifique but la semaine dernière, donc il faut lui laisser aussi cette marge de manœuvre. Mais c'est vrai qu'Akliouche, ça a été un peu plus compliqué. Et puis pareil, je pense que dans les mentions flop, pour faire un peu le pendant des mentions top, on a les autres joueurs dont on n'a pas trop parlé, à savoir Philippe Keun, qui quand même fait pas un grand match parce qu'il n'est pas décisif quand il peut l'être. Nos 2 latéraux que j'ai trouvé assez neutres. Encore une fois, c'est pas mauvais, mais très neutre. Salissou, qui pour moi fait un excellent match, mais il est évidemment plus qu'entaché par cette minute qui aurait pu être catastrophique. Et puis on a fait le tour du coup du 11, quoi. Je sais pas si t'as des choses comme ça, mais... Ouais, Keun, est-ce qu'il fait un arrêt?
T'as en mémoire un arrêt? Non, mais en même temps, est-ce que Montpellier a cadré autre chose que le but? Enfin si, sauvé sur la ligne par Salisu. Oui, ouais. C'est cadré. Ouais. Non, mais il a pas... Il y aurait 4 tirs cadrés, apparemment. Il est allé chercher 2-3 ballons sur des sorties, mais encore une fois, de toute façon, on a eu le ballon, les Montpelliérains ont globalement se sont nourris de nos erreurs, plus ce coup franc sur l'équerre où il était resté spectateur. Et bon, là, j'ai envie de dire, même Courtois, il va pas la chercher, hein, si elle est 5 cm plus bas. Oui. Voilà, quand même, il a été sacrément bien tiré. Mais si je te rejoins, effectivement. Les latéraux, on les a moins vus. Voilà. Ouais. Et les entrants, bon, on en a parlé, Ouattara, Tézé et Ileni Kena. Parce que bon, Camara, évidemment, très bonne rentrée. On en a fait que 4, du coup, des changements, ou il y en a un qui me manque? Non, c'était par doublette. Ouais, mais on en a fait 4. On n'a pas utilisé le 5e. Il y avait, vous savez qu'on ne l'a pas dit, mais alors, est-ce que c'était son retour? Maintenant, j'ai un petit doute, mais il y avait Crépin qui était sur le banc. Je crois qu'il était peut-être. Non, Crépin était déjà rentré. Il était rentré même, c'est vrai. Ouais. Exact. C'est vrai qu'il était rentré en toute fin de match face au Havre, mais bon, bah voilà, ce coup-ci, il est pas rentré. Il y avait également Mawissa sur le banc. Bon, c'est vrai que sans Minamino, c'était moins évident de faire rentrer un 5e joueur. Kerrer, c'était pas très utile pour aller chercher un but. Donc voilà, Monaco donc s'impose 2-1. Monaco fait la belle opération du week-end, puisqu'il reste à égalité avec le PSG et prennent 3 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Le PSG qui vient de suspendre Dembélé pour une durée indéterminée. Bon, on prend, hein. Enfin, Luis Enrique. Luis Enrique, parce que visiblement, il y a eu quelques mots. Du coup, c'est la star. Donc voilà, il fallait. Si Barcola pouvait ouvrir sa gueule, ça serait une bonne chose aussi, parce que c'est plutôt lui quand même qui les porte même si Dembélé, en fait c'est les deux qui les portent un peu. Voilà. Mais je préférais quand même que ça soit Barcola qui soit suspendu. Mais bon voilà, globalement, excellent début de saison. Il nous reste plus donc qu'un match samedi 21h face à Rennes, et après ça sera la dernière trêve internationale de l'année 2024. Et si on pouvait finir à 19 sur 21, bah ça serait exceptionnel, et ça serait mieux que 16-17. Par saison canon, ouais, bien sûr. Où on avait fait nul face à Guingamp et où on avait pris cette lourde défaite face à Nice lors des premières journées, et également ce 3-0, je crois. 3 ou 4, je sais plus le tarif. Avec un tarif là-bas. Bref. Mais donc voilà. Mais avant cette 7e journée de Ligue 1. Monaco joue ce mercredi soir à Zagreb. Monaco a pris un bonus, j'ai envie de dire, en gagnant ce match qui n'était pas forcément prévu à domicile face à Barcelone. Mais autant pas le griller tout de suite, ce bonus, et essayer d'aller gagner à Zagreb. Je pense qu'on en a vraiment les capacités. Zagreb, ils ont quand même pris un sacré coup sur la tête. Je pense en première journée, ils en ont quand même pris 9. Pas beaucoup d'équipes dans l'histoire de la Ligue des Champions qui ont pris 9 buts, même si c'est le Bayern. 9, c'est quand même pas anodin. Donc, ça sera pour nous l'occasion de faire un petit débrief, et puis surtout de vous proposer donc nos pronos pour cette rencontre. Alors là, on a fait un petit 0 sur 2 avec Quentin, parce que Quentin avait dit victoire et Monaco marque 3 buts. C'est un raté. Et moi, c'était but pour Brelem Bolo. Et bon, c'est pas faute d'avoir essayé. Il a été passeur, il a été décisif, mais pas buteur. Donc, c'est un 0 sur 2. Donc, quel est ton prono pour notre déplacement à Zagreb de ce mercredi? Mbolo marque son premier but de la saison. Tu me prends... Je te coupe l'herbe sous le pied. Ouais. Ben écoute. Moi, je vais dire... En fait, c'est ce que j'avais hésité à faire la semaine dernière, et au final, j'aurais eu tort, puisque Balogun et Camara tu utilises cette carte maintenant. Mais moi, je vais utiliser une carte un peu plus grande que la tienne. Un joueur qui n'a pas encore marqué va marquer. D'accord. Bon, ça rajoute pas non plus 150 personnes, vu qu'ils ont quasiment tous marqué. Donc, Golovin, ça rajoute, ou Caio Henrique, ouais, ok. Ou Singo, ou Salisu. Kerrer, ouais. Non, Kerrer il a marqué. Kerrer a marqué à Auxerre. Ouais, il reste plus grand monde.
Bah, c'est pour ça, globalement, c'est Mbolo Golovin, mais bon, vu qu'on marque avec nos défenseurs, pourquoi pas un petit Singo. Ouais, il est risqué celui-là. Ouais, je pense qu'il tombe pas. Ouais. Ah, de toute façon, j'ai envie de te dire, si le tien tombe, le mien tombe, hein, parce que Mbolo fait partie des joueurs qui n'ont pas. Merde. Donc, c'est un peu l'avantage. En tout cas, voilà, merci Adri donc de m'avoir accompagné pour ce débrief. On se retrouve donc pour le débrief du match à Zagreb. Certainement dans la nuit de mercredi à jeudi, puisque là, a priori, en semaine, on pourra débriefer dans la foulée. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve, et d'ici là, portez-vous bien. Et bisous.